Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à vous toutes et tous dans ce nouvel épisode de Background, le nouveau format qu'on vous propose, un format dans lequel nous allons venir découvrir des personnes avec le prisme du basket, finalement. Voilà, quel est leur rapport au basket, comment est-ce qu'ils sont tombés dedans. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'interviewer mon comparse, finalement, mon compagnon de route, celui qui me suit dans toutes mes féeries, celui avec qu'on se connaît depuis presque 10 ans. On s'est connus sur les terrains de basket même. Mon cher ami Raphaël, comment vas-tu ? Eh ben ça va très bien, et toi Baptiste ? Et j'espère que les gens qui nous écoutent vont très bien également. En pleine forme ici. Ça va, tu es bien installé, tu es prêt à répondre à mes quelques questions, t'es dans un bon mood ? Eh ben écoute, c'est le deuxième format interview que j'ai, et pourtant je ne suis jamais passé où c'est moi qui me fais interviewer, donc je suis absolument déconcerté par ce qui est en train de se passer. Je n'ai pas l'habitude d'être le centre de l'attention, d'habitude c'est moi qui pose des questions. Tout va bien se passer, ne t'en fais pas. Oh, voilà, ça tu devrait es aller. entre de bonnes mains. Voilà, ça devrait aller. Donc, avant de commencer, on va faire la petite propagande habituelle, la petite propagande Mais protocolaire. bien évidemment. Voilà, on va vous demander de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok, partout où vous pouvez, suivez-nous. Sur YouTube également, partagez ce podcast à toute la France finalement. Et voilà. Voilà, tout simplement. Je n'ai rien d'autre à rajouter, c'est parfait. C'est magnifique. On va commencer par l'échauffement, comme tout bon match de basket qui se respecte. On commence par un échauffement, petit criss-cross, petite montée-descente. Je vais commencer par faire l'introduction de mon invité aujourd'hui. Voilà. Puisque oui, aujourd'hui t'es plus chez toi, t'es chez moi, c'est moi qui t'invite. Mon cher ami Raphaël. Comme je disais précédemment, on s'est connus sur des terrains de basket. On était deux jeunes très cons au lycée. On a grandi ensemble en termes physiques, pas forcément en termes mental, mais ça, c'est pas grave. Celui qui aura été pendant longtemps mon remplaçant, parce qu'il était nul. C'est non, j'abuse. tellement faux. Mais, oh là là, quel menteur celui-là, décidément. Celui à qui j'aurais appris à jouer au poste bas pendant de nombreuses séances de 1 contre 1 qu'on s'est fait les soirs d'entraînement, où ça trash-talkait plus que ça ne mettait des paniers. Mon cher ami Raphaël, comment vas-tu ? Ça va très bien, hein. C'est la deuxième fois que tu me poses la question, donc ça va toujours nickel. C'est vrai, mon bad là-dessus. J'adore cette introduction où où je me suis fait allumer, alors que franchement ça va, hein. J'avais pas les mêmes souvenirs, mais bon, visiblement on n'avait pas les mêmes entraînements au basket et les mêmes matchs, mais c'est pas grave. Oh, tu peux pas dire qu'on marquait plus de paniers qu'on trash-talkait, franchement. Non, mais on était quand même très adroits, et oui, on trash-talkait énormément. En fait, on trash-talkait à partir du moment où on se voyait jusqu'à ce qu'on se sépare, donc effectivement, on parlait forcément plus qu'on ne mettait de panier. Et Même je des fois, changerais quand on se séparait par message, ça continuait. Ouais, je changerais juste un truc. Tu étais bien moins con que je l'étais. Alors, remettons les points sur les i. C'est vrai. C'est vraiment vrai. moi, de C'est nous vrai, deux, c'est c'est moi la Uri finie. Allez, Je vois très bien. C'est vrai. On va pouvoir commencer tranquillement. je t'écoute. Eh bien, tout d'abord, comment est-ce que le basket est venu à toi, mon cher ami ? Ou comment es-tu venu au basket, finalement ? Alors moi, le basket, commencer. il est venu relativement tard. Dans le sens où j'ai toujours eu un panier de basket chez moi quand j'étais plus jeune. Quand mes parents étaient encore ensemble, j'avais une maison et j'ai toujours eu un panier, donc j'ai toujours mis des paniers de basket, mais enfin jouer
basket comme un gamin de primaire qui fait pas de basket en club joue au basket. Juste tapoter la balle et faire 2-3 tirs, quoi. Exactement. Non, le basket, en fait, il vient à moi parce que mon père, qui est steward, va aller aux États-Unis, à Miami très précisément, et va aller voir un match des Eagles, et va revenir de ce voyage avec des photos, des vidéos. Donc je trouve ça un peu incroyable. Conjointement à tout ça, je découvre sur YouTube un homme du nom de Code Jordan 23 qui joue à un jeu qui s'appelle NBA 2K. Et en fait, je vais, on est à l'époque donc sur le NBA 2K 13. Je vais passer toute ma dernière année où je fais du foot, donc c'est mon année de 5e, à défoncer NBA 2K, à défoncer les vidéos de Code Jordan, et à tranquillement me dire que le foot c'est vraiment un sport de con et que j'adore le basket. Et donc je vais commencer à m'orienter vers le basket au début de ma 4e. Donc je vais me rapprocher du club du coin. En plus de ça, dans notre cours de récré au collège, on avait 2 paniers, donc ça s'envoyait un peu des fois des petits baskets et tout. Donc j'avais l'occasion de côtoyer des mecs qui jouaient dans le club où j'allais aller jouer. Petit pick-up game à la récré, quoi. Exactement, petit pick-up game à la récré, et autant vous dire que déjà à l'époque je sabrais fort. Et puis voilà. Oh, les screamers. Exactement. Et je vais tout simplement y venir comme ça, rentrer en fait par donc le biais donc du jeu vidéo avec NBA 2K, le biais de YouTube avec Code Jordan 23, puis les compilations YouTube. Et en fait, ça va être pendant, je pense, la première année, voire les 2 premières années, la seule manière dont je vais consommer du basket. Et du coup, je vais le commencer aussi en club. Donc à l'époque, je commence en minime le basket. Ok. Ça commence en minime. Donc en U15 maintenant. Exactement. Ouais. Est-ce que tu serais capable, mon cher ami, de donner un moment précis où tu te dis « Ah putain, le basket, c'est vraiment le meilleur sport, en fait. » Je pense que le moment précis où je me dis vraiment en fait, le basket, c'est le meilleur sport et c'est ce que je veux faire, c'est... c'est con, hein, mais ça va être... première année de basket, parce qu'en fait au début je le fais en me disant il me faut un autre sport, tu vois, et je pense que le moment où je kiffe vraiment c'est genre je sais pas, je crois que c'est le 4 ou 5e match de... C'est con, hein, mais c'est le 4 ou 5e match de la saison, et je commence, donc au début tu sais pas, je savais pas jouer au basket, j'avais pas de basket dans ma famille, enfin j'ai du monde dans ma famille qui a fait du basket, mais ça fait pas partie de la partie de ma famille que je vois le plus, même si c'est un cousin et une tante. Donc en fait, c'est 3 ou 4e match, on défonce une équipe, genre on leur met 104-10. Et ouais, défoncer, c'est le terme. Ouais, on les défonce. Pour la première fois de ma vie, je mets 10 points dans un match de basket. Oh, le double figure. Ça. Exactement. Et en fait, le mélange de l'ambiance pendant le match avec mes potes, pendant le vestiaire, enfin avec les gars qui deviendront mes potes du coup, plus le fait que pour la première fois sur un terrain de basket je m'épanouis entre guillemets, me fait dire que c'est vraiment le sport du siècle. Donc je pense que c'est à peu près à ce moment là. Ouais. Toi, c'est ça qui te fait kiffer quand tu joues, c'est plutôt comme tu disais, t'épanouir, partager un moment avec des potes, ou c'est plutôt l'aspect compétition et défoncer l'adversaire. Ça a un peu changé au fur et à mesure, on va dire, de ma vie avec le basket, dans le sens où je l'ai commencé en me disant je veux vraiment être là pour kiffer et pour juste partager un moment, et en fait gagner, perdre, je m'en fous. Je vais faire un parallèle parce que avant donc de faire du basket, j'ai fait du foot. Au foot, j'étais gardien. Et pas pour me jeter des fleurs, mais j'étais très bon pour un gardien de mon âge, alors que j'étais physiquement un peu catastrophique parce que j'étais petit et gros. Donc
Donc non. Petit gros gardien, finalement. Exactement. Mais j'étais très bon. Et en fait, du coup, on jouait déjà à très bon niveau avec mon équipe de foot. On jouait en équivalent de région alors qu'on était en U13. Et je faisais déjà des matchs avec les grands. Donc pour ceux qui voient au foot, quand vous êtes en U13, vous êtes sur des demi-terrains. Enfin, sur des quarts de terrain. Enfin, des terrains dans la largeur. Et après, vous passez sur les grands terrains. Et en fait, moi, cette année-là, je fais déjà des moments où je passe sur grand terrain. Et ça me dégoûte complètement de ce côté compétition. Genre, j'en ai ras le cul qu'on m'envoie au charbon alors que je suis incapable de toucher la barre en sautant. Et du coup, quand j'arrive au basket à l'époque, bah, c'est vraiment pour kiffer, juste pour être avec mes potes. Ça va être le cas pendant mes 2 premières années de basket. Et même, mes 2 premières années de basket, ça va vraiment être le cas. Moi, j'ai fait une année donc de minime première année. Puis il manquait du monde et à ce moment-là, j'avais pris ma poussée de croissance, donc je venais de prendre 25 cm et j'avais perdu tout le poids que j'avais en trop. Donc je me suis retrouvé à être un mec de 3ème qui fait 1m75. Et je suis allé directement en cadet. Ma 2e année de cadet, je l'ai rejoué avec mes potes. Et en fait, la 3e année, mes potes sont partis et je me suis retrouvé à jouer dans une équipe en fait, où j'aurais pu jouer en région, mais j'avais dit non l'année d'avant. À ce moment-là, toi, t'arrives parce que pour moi, les gens le savent pas, mais à l'époque, pour moi, t'arrives parce que je dis non. Mais on le saura jamais. On saura jamais. Faut aller dans la tête du coach. Du coach de l'époque. De l'équipe région. Dédicace au G. Ouais. Et Dédicace. Et du coup, en fait, c'est là où je commence vraiment à kiffer la compétition. Et en fait, à me dire, j'ai toujours eu ce truc-là et je l'assume. Quand je fais un sport ou quand je fais quelque chose, je le fais jamais dans l'optique, enfin je le fais plus désormais, hormis ces 2 premières années de basket, dans autre chose que l'optique de me dire je veux en faire mon métier et je veux en vivre. Donc chose complètement conne aujourd'hui avec du recul, mais à l'époque je me dis j'ai vraiment envie de faire carrière dans le basket, j'ai envie d'aller en NBA, lol. Moi, je me suis fait la même réflexion, t'inquiète, mais on s'est tous fait, je pense. Après, la désillusion est arrivée. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, ça devient vraiment de la compétition. Et en fait, ce que je venais chercher, c'était de l'accomplissement personnel et une recherche surtout de créer de la confiance en soi par l'accomplissement dans le sport. Je vois. Voilà ce que je venais chercher. Je vois. On est assez similaires là-dessus. Ouais. Tu me parlais là tout à l'heure des pick-up games dans la cour de récré. Ouais. Toi, t'as beaucoup joué aussi en playground en dehors du basket en club? Ouais, presque autant qu'en club. Ouais. Il y a une époque où si vous avez fait du basket sur Angers entre 2014 et 2000, j'ai même envie de dire 2018-2019, il y a de très fortes chances qu'on se soit croisé sur un playground. Que vous soyez de Belle Bay, de la Roseraie, du Lac de Maine ou quoi que ce soit, il y a de très fortes chances. Et même encore aujourd'hui, le playground, je joue plus en club. Et le playground est aujourd'hui ma manière de continuer à jouer au basket et à apprécier le basket. Ouais. Aujourd'hui, quand tu fais du playground, tu fais quoi? Tu fais juste des petites séries de shoot ou si tu peux jouer justement du pick-up game Bah franchement ouais, ça va dépendre, tu vois. Genre soit je suis là, on est tous les deux sur Angers au même moment où j'ai d'autres potes avec qui je joue. Donc soit ça se balance un message, ça se dit ça se retrouve à telle heure au terrain et on s'envoie au moins du 1 contre 1 ou des séries de shoot ou du horse. Et s'il y a d'autres types, allez on se fait des séries de pick-up, de best of 3, etc. Soit tu vois, là ça faisait longtemps que j'avais pas touché le cuir. Et le week-end dernier, je suis retourné sur le terrain. Donc j'habite plus à Angers, donc j'ai plus mes repères, j'ai plus mes potes. Donc je suis retourné sur le terrain de là où je vis maintenant à Châteauroux. Et il y avait des gars qui jouaient, mais ils avaient 14 ans et je me voyais pas aller jouer avec des mecs de 14 ans et les marbrer. Donc ça s'est mis... Après, jouer ne veut pas forcément dire marbrer. Hein. Oui, non, mais quand je dis marbrer, c'est frérot, je me connais, c'est-à-dire qu'on va commencer à jouer sympathique. Et puis on va commencer à perdre, ça va me gonfler. Et en fait, j'ai juste posté des gamins de 14 ans qui vont faire quoi contre un mec de 105 kilos. Donc non, je me suis mis sur mon panier, j'ai été sur mon Instagram, j'avais un petit entraînement de shoot d'enregistrer. Ça fait une bonne session de 2 heures juste de pur shooting. Pur shooting. Ouais. T'as construit des HLM dans le coin. J'en rendu jaloux Russell Westbrook.
Ah, le mec ne prend même pas soin du matériel municipal. Oh là là. Pareil, là, avant ça, tu nous as parlé ton 5e match, là où vous mettez une déculottée aux adversaires. Ouais. À part ça, c'est quoi ton plus beau souvenir en tant que joueur? Donc pareil, que ce soit en club ou en playground, peu Alors, importe. je pense que je vais les découper. Je pense que Ouais. mon plus beau souvenir en termes de saison, de club, et t'as eu le même dans ton épisode, c'est la saison qu'on passe ensemble en cas des régions. Ah ouais. Parce que c'est la seule année où j'ai allié le niveau de compétition auquel je désirais et auquel j'aspirais avec le fait d'être avec vraiment ses potes. Nous, à l'époque, pour ceux qui le savent pas, et vous, du coup, forcément, vous le savez pas, mais c'est la première année de notre amitié. Ouais. Moi, pareil, les gens le savent pas, mais je l'assume, j'étais une véritable... j'allais dire une ordure, mais j'étais un petit con de mon âge. Peut-être un peu plus con que les autres. Fort, mais... Et un gros con, quoi. Ouais, j'étais un très gros con, mais dans le sens vraiment stupide. Et en fait, c'est une année qui est incroyable parce que quand je suis pas quand on n'est pas sur le terrain en train de jouer, on est soit tous les deux, soit avec les mecs de cette équipe en train de faire les cons. Ouais. Et c'est franchement l'un des plus beaux souvenirs qui me reste d'une période basket. J'ai des souvenirs de toi de cette époque-là qui descend on est dans le tram, tout au fond du tram. Ouais. On s'arrête à un arrêt, j'ai souvenir de toi qui sort, qui essaye de courir jusqu'à l'autre bout du tram pour remonter dedans avant qu'il reparte. Ouais. Bah voilà. J'ai des souvenirs de ça. Voilà typiquement le genre de conneries. Voilà le genre de conneries. Voilà, c'est juste un truc de mec de 17 ans très con. C'est ça. Bon, après, il y a des trucs qu'on dira pas sur ce podcast, mais oui. Non, parce qu'il y a des trucs qu'il faut pas que ça sorte. Exactement. Et puis, donc ouais, je pense qu'en termes de saison, c'est clairement ce truc-là. En termes de souvenirs, sinon, en playground, je pense que c'est un souvenir qui est un peu solo, parce que je crois que j'étais avec personne ce jour-là. Mais je suis allé taper un jour un basket, il me semble que c'était au playground de Jean Moulin. Et il y avait des mecs qui jouaient. Je me souviens, t'avais un gars qui avait une petite popularité sur le coin d'Angers parce qu'il était en France à l'époque à Saint-Léonard. Et on fait un contre 1. J'ai perdu, hein. Mais genre j'ai perdu 12-10. Genre je l'ai tenu, tu vois. Et je pense que c'est l'un des moments où je me suis senti le plus chaud en tant que basketteur, et ça fait partie d'un des trucs les plus kiffs. Et si pour l'ego, un autre truc comme ça, la seule fois de ma vie où j'ai dunké à l'entraînement. Le panier était baissé. Le panier n'était pas baissé. C'est fort, c'est beau. Et voilà. Est-ce que c'était Antonin Binot, le boug qui joue en France à Salona? Pas du tout, c'était pas Antonin. Je lui pas passe une dédicace, c'était un mec qui s'appelait Césaire, je crois. Ça ne parle pas du tout. Ça dira peut-être quelque chose à certains, mais c'était un bœuf. Hein. Le mec devait faire un 95 pour 105 kilos et c'était Zion Williamson en fait. Voilà, avec du recul, c'était lui. C'était vraiment Zion. Non, moi, tu me dis Saint-Léonard, France, à cette époque-là de nos âges. Effectivement. c'est le premier nom qui me vient en tête. On pense à lui, on embrasse aussi, je sais qu'il nous écoute, Nico. Ouais. Nico, on pense à toi. Lilian, je pense à toi aussi. Morgan, je pense à toi aussi. Bref, j'ai arrêté de dire à tous les gens à qui je pense. Bon, tu vas pas faire des SO à tout le 49. Hein. C'est des gens que je connais aussi, que j'apprécie, mais on n'est pas là pour ça. On a d'autres choses à faire, si je peux me permettre. Allez, reprendons le lead et cadre-moi. Alors, je vais te cadrer à la manière dont je cadrais parfaitement tes appuis quand on jouait ensemble. Et justement, en parlant de ça, c'est quoi ton go-to move, mon cher ami? Waouh. S'il y en a un, évidemment. Mon go-to move, je pense que c'est... J'aimerais pas dire de conneries. Je pense qu'il a changé entre les époques. Mais je pense clairement qu'aujourd'hui, mon go-to move, c'est l'Eurostep. Et en fait, ça l'a toujours été. Parce que énorme fan de Yanis, déjà très jeune. Je suis monté dans le bateau très vite.
Et en fait, c'est l'un des rares moves du basket que je maîtrise, je vais pas dire à la perfection, mais que je maîtrise très très bien. Genre, je gère l'Eurostep. Je gère pas grand chose au basket, mais l'Eurostep, ça va. Bah, on va pas te l'enlever, c'est déjà ça. Non, tu m'enlèves pas l'Eurostep. Et je rajouterais pas loin le lay-up aussi, mais alors nous on appelait ça le power quand on le faisait au poste bas. Mais donc le layup où t'arrives, ton défenseur est collé à toi et tu l'enroules, tu fais un reverse et tu l'enroules et tu vas finir main opposée. C'était mes deux go-to moves. Ça s'appelle toujours comme ça, hein, je te rassure. Ça s'appelle toujours un power. Bah, la nomenclature n'a pas changé. Hein. On sait jamais, tu sais, ils s'inventent des mots maintenant. Mais voilà. C'est quoi l'achievement qui t'a le plus marqué dans ta carrière de basketteur émérite? C'est con, mais c'est pourtant pas sur l'une des saisons où j'ai pris le plus de plaisir, avec l'une des équipes auxquelles j'ai pris le plus de plaisir. Mais je suis champion de DM2 en senior et vice-champion de DM1. Bravo! Donc c'était 2 saisons qui étaient très très dures pour plein de raisons. Il a la bagou. Mais j'ai gagné le titre de DM2 en étant très très nul sur la finale. J'ai été particulièrement mauvais. Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Exactement. Bon, après, on avait une équipe avec des mecs qui jouaient en N3 3 ans avant, mais ça, faut pas le dire. Ça aide pour gagner un titre en DM2. C'est sûr. Mais du coup, ouais, voilà, je pense que c'est ça mes achievements au basket. Ok, c'est fort, c'est beau. On a parlé que de positif pour l'instant. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es senti dégoûté par le basket? Ouais. Où t'en as eu ras le cul? Il y en a eu, j'allais dire plein, mais il y en a eu 2. J'ai pas fait que jouer au basket, j'ai coaché aussi. Et je vais y revenir après, mais on va d'abord parler du jeu. Le moment où le jeu m'a le plus dégoûté, le plus saoulé, c'est après mon année en senior DM1, où il y a certainement beaucoup de choses qui me sont imputables, mais à l'époque, je suis un mec qui est donc en première année d'études supérieures, donc j'ai 18 ans à peine. Donc mon année de senior DM2, je l'ai fait quand j'étais en terminale au lycée. Et en fait, ces 2 années-là ont été très compliquées parce que j'ai joué avec des mecs qui avaient pour la plupart la trentaine, voire plus. Alors il y avait quelques gars qui étaient dans mes âges, mais c'était relativement short. Et en fait, le courant passait relativement bien au début, que ce soit avec mes coéquipiers ou avec mon coach. Et au fur et à mesure, ça s'est plutôt pas mal détérioré. Parce que, oui, j'étais un mec qui était... pour replacer un peu, j'étais un mec qui était relativement dominant athlétiquement quand on était en jeune. Je pense que tu peux le confirmer, genre j'avais quelques qualités athlétiques, j'étais pas un surathlète, hein, mais ça va, je me débrouillais pas mal. Je suis fait 1m87 comme toi et je faisais à l'époque 80 kg, donc j'étais déjà grand et costaud pour mon âge, on va dire. Donc ça rendait très bien en cadet, il n'y a pas de souci. Arriver en senior, c'était plus compliqué, et encore plus quand on te dit que tu vas jouer 5. Je vous laisse imaginer, si vous avez déjà foutu les pieds en senior, jouer 5, bah, ça veut dire scoltiner des mecs qui te mettent 20 cm, 20 ans et 20 kilos. Et encore 20 kilos, t'es sympa. C'est ça, donc autant vous dire que ça a été juste un putain d'enfer, surtout que je suis quelqu'un qui pour moi a toujours été plus un poste 3, à la limite 4 fuyant qu'un 5 pur. Donc en fait je suis sorti de ces 2 années-là en me disant mais si c'est pour jouer comme ça au basket, ça me pète les couilles, c'est pas le basket que je veux jouer, c'est pas comme ça que je veux m'amuser. Surtout que bah, du coup je faisais quand même l'émission qu'on me donnait et on me récompensait jamais. Je jouais très peu, même si je jouais très bien, donc ça me cassait les couilles. Et c'est le moment où le basket l'un des premiers moments où le basket m'a vraiment dégoûté en tant que joueur. Derrière, on a ensemble été monter une équipe en DM5 au Pont de C. Ouais. Ça a été très bien au début, mais un autre truc qui m'a dégoûté, c'était qu'il s'est passé quelque chose hors basket avec quelqu'un qu'on connaissait dans cette équipe. Et en fait, je me suis rendu compte aussi que je commençais à avoir du mal avec le fait de devoir apprécier et fréquenter des gens
que je n'apprécierais pas et que je ne fréquenterais pas dans la vraie vie uniquement pour le cadre du basket. Donc c'est un moment où ça m'a vraiment dégoûté en tant que joueur. C'est ce qui fait, je pense aujourd'hui, que j'ai toujours pas repris à jouer dans une équipe. Et après, en tant que coach, pour revenir... En plus de ça, si je dis pas de bêtises, c'était la saison Covid en plus. Et en plus de ça, ouais, c'est la saison Covid, je me blesse juste avant en plus, donc cette saison est un enfer. Oui, c'est vrai que tu t'étais blessé. Ouais, je me souviens. Et dans toute cette saison, justement, qui est un enfer, donc le début 2019 qui est très compliqué, moi, personnellement, j'ai des événements qui sont compliqués à ce moment-là aussi. Et en fait, à cette époque-là, par contre, je coach. Et c'est avant le Covid, la saison où je prends le plus de plaisir à coacher de ma vie. J'avais une équipe de minimes, donc c'était l'équipe 2 de mon club, l'équipe 1 évolue en région. Mais je kiffais ces mecs, ils étaient à l'écoute, j'arrivais à les passionner, j'arrivais à les faire kiffer et tout. On arrivait à être vraiment bon, à faire des très bons résultats, on roulait sur toutes les équipes qu'on affrontait. Et en fait, le Covid arrive, moi je veux reprendre, et en fait je me suis fait ghoster. Donc je me suis fait ghoster par mon club, et là j'ai fait, si le club auquel j'ai donné tant de temps, si l'associatif auquel j'ai donné tant de temps me ghost, en fait, non merci et au revoir. Ouais. Et en fait, c'est le moment où j'ai vraiment complètement décroché du basket en club. Ma passion pour la NBA, on en reparlera, ma consommation en tant que spectateur, ça a pas bougé. Mais c'est le moment où j'ai fait, moi l'associatif, salut, ça me saoule. Voilà un peu. Je comprends. Qu'est-ce qui, toi, dans le jeu, est le truc qui t'insupporte le plus en dehors du milieu associatif? Non, après, je fais des gros bisous au milieu associatif. Il y en a qui vous faites des très bonnes choses, vous êtes très courageux, je vous embrasse, et même, j'ai pas de rancune envers mes anciens clubs, envers les anciennes personnes ou quoi que ce soit, bien évidemment. Mais non, ce qui me dégoûte le plus dans le jeu, je pense que c'est très clairement les trous noirs. Alors, pas forcément, toi tu parlais des mecs qui te font pas la passe quand t'es à l'intérieur. Moi je parle du type qui par ego n'est pas capable de comprendre que mon ref, t'es à 2/14, il s'agirait de faire autre chose ou de lâcher le ballon. C'est le truc qui me rend fou avec les types qui ne défendent pas. Non, pas les types qui n'essayent pas. Oui, moi, qui n'essayent même pas de défendre. Voilà, parce que t'en as qui peuvent être plus limités, mais s'ils essayent, vas-y, ça me va. Oui, puis c'est... Et t'en as qui essayent même pas. Moi, j'ai joué avec des mecs où tu me mets 35 points par match en attaque, je vais pas te demander de défendre. Et encore, j'ai joué avec des gars qui mettaient 35 points par match et qui défendaient aussi dur, tu vois. Mais vas-y, je sais pas, moi, c'est les deux trucs, j'arrive pas. Tu me casses les couilles. À égalité en tant que joueur et en tant que coach? Non, en tant que coach, c'est différent. Quand je coachais, le truc qui m'insupportait le plus dans le jeu, alors que quand j'étais joueur, c'était l'un des trucs qui me... On en a joué tous les deux avec un mec qui parlait beaucoup aux arbitres. Et tu sais que plusieurs fois, je l'ai vraiment... je l'ai chargé lui quand il parlait aux arbitres et qu'il nous pétait les couilles. Bizarrement, donc je détestais parler aux arbitres en tant que joueur. Par contre, en tant que coach, je ne supportais pas les erreurs d'arbitrage. C'était vraiment un truc que je n'arrivais pas. Genre, autant mon gars il défend pas, je peux le sortir. Mon gars en attaque il est pas bon, je peux le sortir, lui dire quelque chose. Autant les erreurs d'arbitrage me faisaient péter les plombs. Donc voilà. Je comprends. Ok. On va gentiment conclure cette première mi-temps. On va aller boire un peu de Gatorade, manger une banane, tout ça. Allez. On va faire une petite dernière question là, dans cette première mi-temps pour ouvrir un peu plus. Tu nous as dit que tu es un grand fan de basket. Est-ce qu'il y a d'autres sports qui te font vibrer? Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, le deuxième sport après le basket qui me fait le plus vibrer et pour lequel je me suis vraiment passionné, alors pas encore à la hauteur du basket, mais je parlerai vraiment de passion, c'est la Formule 1. Très clairement, j'adore, je trouve ça incroyable. C'est pour ceux qui comme nous, parce que je sais que t'es passionné aussi, viennent du milieu, on va dire, du sport collectif et du sport collectif avec ballon. Le sport mécanique, c'est tellement différent. C'est une approche du collectif qui est tellement différente
que ouais, c'est aujourd'hui le deuxième sport qui me passionne le plus. Parce que après tout ce qui est football, rugby, tennis, non pas que je m'en branle, mais je vais regarder à certains moments, mais genre même les grands événements, je vais pas forcément les suivre, tu vois. Je suis pas la quinzaine de Roland Garros, le foot, allez, si je vais regarder les matchs de l'équipe de France, il y a une compétition internationale parce que c'est un bon prétexte pour être avec des potes et au bar. Mais sinon, voilà. C'est plutôt ça qui t'intéresse que le foot, que le match en tant que même. Ouais, même si j'aime avoir, tu vois, des avis, genre il y a eu des moments où je suis redevenu un peu fan de foot et tout, je peux avoir, je pense, des avis corrects. Mais non, c'est la Formule 1, le basket, et pour le reste des sports comme ça, j'ai pas trop. Si, un peu les sports de combat, mais pareil, vite fait. Ouais. Alors les avis corrects sur le foot, moi je t'ai plus entendu avoir des takes désastreuses. Mais ça, c'est mon avis. Non, pour moi ils étaient très corrects. On passe à la deuxième mi-temps, il a reposé, bien étiré, là, il est prêt pour les 20 dernières minutes du match. Je suis chaud. T'es chaud? Ouais. Et on va parler cette fois de ta consommation basket, mon cher ami. Là, il y a plus de choses à dire. Il y a quelque chose à dire? Il y a plus de choses à dire. La première question... Tout simplement, première question. Quand et comment est-ce que t'as commencé à consommer du basket? J'en parlais un petit peu quand je disais comment le basket est venu à moi. Ouais. En fait, au même moment, je commence à consommer. Je découvre, en fait, au moment vraiment où je commence à jouer, donc en minime, déjà, je me bute à Touquet, et je me suis toujours buté à Touquet, et je me bute toujours à Touquet. Ensuite, je bouffais énormément de compilations, et j'en bouffe un peu moins maintenant, mais j'aime toujours me faire des petites compilations, et encore plus maintenant avec les réseaux, quand t'as la compile de 1 minute, de l'édit, etc. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et je voulais dire, voilà, je voulais parler de ça. Quand j'ai commencé à consommer du basket aussi, j'ai découvert à l'époque des mecs qui aujourd'hui s'appellent la First Team, mais qui à l'époque s'appelait le Hoopcast. Sur Dailymotion à l'époque. Sur Dailymotion, exactement. Et me demandez pas comment je suis tombé là-dessus, je m'en souviens plus. Mais du coup, Moi, je crois que je crois savoir. Ah ouais? Parce que j'ai... Peut-être j'invente ce que je dis là, mais il me semble que j'ai un souvenir de Code Jordan 23, justement, qui parle du Hoopcast. C'est fort possible. C'est méga possible. Et moi, du coup, je crois que c'est grâce aussi à Code Jordan 23 que je découvre le Hoopcast et après la First Team, tu vois. Il me semble que c'est comme ça que je suis rentré dedans. Mais c'est méga possible et c'est certainement possible que ce soit comme ça. Donc ouais, je découvre le Hoopcast. Je commence vraiment à m'intéresser à l'actu NBA. Et après va s'en suivre Trash Talk. Et en fait, ça va être mes deux gros biais de consommation de NBA, parce que je suis pas un mec d'articles, je suis pas un mec de presse écrite. Donc en termes de vidéo, Code Jordan, même si très vite il a arrêté ce qu'il faisait. Et du coup après la First Team qui a pris le relais et Trash Talk. Donc là, cette période-là, c'est 2015, 2014, 15, 16 en c'est ça, à peu près. Parce que je de souvenir, le Hoopcast, je le consomme des finales, des dernières finales de LeBron avec Miami, donc des dernières finales Spurs Heat, jusqu'à jusqu'à la victoire des Cavs en 2016. Et après, ça bascule sur la First Team vers 2017, et c'est là où je commence à consommer vraiment First Team Trash Talk. Ok. Voilà. Ok. Et si donc, tu as commencé à consommer le basket en même temps que l'avènement de l'ère Curry, LeBron et exactement. Warriors Cavs, quoi. Et du coup, pour moi, en même temps que ma carrière de joueur, on va dire. Comme j'ai commencé tard, du coup, c'était en même temps. Et si, vers la fin du lycée, c'est le moment aussi où je me mets à bouffer beaucoup de contenu en anglais. Parce que mon niveau d'anglais s'améliore, et du coup, je commence à aller regarder des extraits d'ESPN, même des trucs vraiment techniques à l'époque. Je pense à By Any Means Basketball. Et ouais, c'est une grosse manière de consommer. Et j'avais aussi une manière de consommer, mais c'était plus côté culturel. J'ai toujours été très fan de sneakers, et j'ai toujours aimé beaucoup de basket pour ça aussi, avec les chaussures. Et du coup, je consommais beaucoup d'Américains qui faisaient des reviews et des tests de chaussures. Voilà. Ok. Donc c'était une manière aussi de consommer. Ok. C'est quoi ton support de consommation préféré? Tu nous as parlé des highlights de Touquet aussi beaucoup. Donc,
Est-ce qu'il y a d'autres, en plus de cela, il y en a plus, enfin, il y en a d'autres, et c'est lequel que tu préfères? Je pense que le numéro 1, par le temps que je passe dessus, et même si c'est pas... Enfin, c'est le pro numéro 1, c'est NBA 2K. J'ai aucun doute là-dessus. Mhm. Je pense que chaque année, je dois cumuler plus de 1000 heures de jeu sur chaque jeu. Donc, et ça depuis 2013. Voilà, faites le calcul, ça fait beaucoup de temps. Genre qu'il y a des années au lycée où j'ai... Nerd. Ouais, bah il y a eu une époque sur 2K où j'étais classé mondial, donc bon. Ah ouais. Ah, ça se la donne. À NBA 2K15, Michael Jordan en couverture sur la collection Légende. Je m'enculais ma vie. Pour moi, 2K15, c'est KD. Ouais, mais la version... Il y avait la version avec Jordan, moi j'avais la version j'avais la dessus. version classique, moi. Ouais. Et NBA 2K15, je faisais beaucoup de 5-5 en ligne et j'étais plutôt pas mal. Mais Ok. ouais, je crois que sur ce jeu-là, je devais avoir 3 ou 4000 heures. Donc NBA 2K en numéro 1, clairement. Ouais. En deuxième, je pense qu'aujourd'hui, c'est très clairement les résumés étendus que propose le NBA League Pass. Donc en fait, vous avez 30 minutes où c'est... Ouais, les 10 minutes, là. Non, les 30 minutes où ils virent en fait toutes les remontées de balles, et vous avez toutes les actions du match. Mais ils vous virent les remontées de balles, les temps morts, etc. Donc vous avez un résumé d'une trentaine de minutes. Et après, je dirais aujourd'hui, je regarde moins la First Team et Trash Talk, mais je les mettrais quand même en termes de consommation aujourd'hui, donc à égalité, et surtout à égalité avec désormais le contenu que je peux trouver sur Twitter, et notamment que ce soit les comptes de Franchise France, les comptes aussi américains que je me suis mis à suivre, les youtubeurs aussi américains que je me suis mis à suivre. Et puis bah voilà, des mecs comme Penny qui vont faire des threads, etc. Voilà un peu. Ok, magnifique. Tu me parlais de 2K là. Est-ce que toi, t'es un consommateur de la 2K TV ou pas? Pas du tout. Et je l'ai jamais été. Ou juste tu la vois dans les temps de chargement. Et alors si, je vais dire un truc, ça me fait pas honneur, mais c'est du passé et j'assume, j'étais une merde. J'étais consommateur de la 2K TV à l'époque quand il y avait Rachel Ademita, uniquement pour Rachel Ademita. Ouais. Voilà. Parce que t'étais un ado en chaleur. Parce que j'étais un jeune homme prépubère très très con et très mal éduqué. Ça se tient. Voilà. Ça se tient. Voilà, je me suis perdu. Oh là là. Je me suis retrouvé. Ça y est, là, je suis tout retrouvé. C'est qui ton joueur favori et ton équipe favorite? Tu nous as un peu évoqué Yanis tout à l'heure. Ouais. C'est lui ou il y en a d'autres dont t'as pas parlé encore? Alors ça va être un truc, je pense qu'il va te surprendre toi aussi, mais en fait, j'ai ni réellement équipe ou joueur favori. Il y a des équipes que j'aime bien, il y en a à chaque fois un dans chaque qui, on va dire, se démarque un petit peu des autres. Donc en l'occurrence, c'est Monsieur LeBron James et les New York Knicks. Mais je dirais, en fait, c'est pas que je dirais pas que c'est mon joueur préféré, mais genre, c'est effectivement le fil rouge pour l'instant de ma vie de consommateur de basket. C'est celle que je regarde en continu, mais en fonction des saisons, ça peut énormément varier. J'ai été extrêmement fan de Yanis quand il a commencé à tout péter à partir de son titre de MIP, et je dirais à partir de 2016 à peu près, parce que Yanis très jeune m'a marqué et que j'ai énormément kiffé. Sans pour autant à l'époque être fan des Bucks, mais par exemple, je continue dans ce truc là, tu vois, mais je suis un mec qui adore Chris Paul, et tu t'es souvent foutu de ma gueule pour ça d'ailleurs, espèce d'enfoiré. Oui. Tu vois, je suis un mec, en effet, qui adore Chris Paul, j'adore Yanis, LeBron, tu vois, en vrai je les kiffe tous autant, LeBron un peu plus, mais les deux je les kiffe autant, tu vois. Et en fait les Knicks c'est pareil, j'adore les Knicks, mais j'aime aussi énormément le Miami Heat, qui est une équipe que je suis souvent assez assidûment. J'aime beaucoup l'Oklahoma Thunder. Alors que pourtant les deux entre eux, Knicks et Heat, ouais, pourtant. c'est pas les meilleurs amis du monde. Pourtant, tu vois. Mais j'aime énormément le Thunder parce qu'il y a une période de ma vie où Kevin Durant pour moi était le meilleur joueur de NBA. Donc voilà, je kiffe le Thunder. J'aime énormément Kevin Durant de la même manière que j'aime énormément un Russell Westbrook. Et je pense que là j'ai déjà fait 5 joueurs qui pour moi sont certainement mes 5 joueurs préférés actuellement en NBA. Ouais. Les jeunes n'ont pas encore pour moi assez fait pour rentrer dans mon top, même s'il y en a qui je kiffe.
Et du coup, je disais, Knicks Heat, j'aime énormément à l'ouest les Portland Trail Blazers. Parce que... Parce que Damian Lillard. Ouais, et en vrai, même pas. Tu sais pourquoi j'aime beaucoup... Parce que Scott Anderson. Non, tu sais pourquoi j'aime beaucoup les Trail Blazers ? Dis-moi Parce tout. que le logo et le maillot sont stylés. Non, mais c'est un truc qui joue, c'est clair. En Ouais. plus, c'est vrai que le logo est très cool. Et la signification derrière est très très cool. Je la connais pas, mais ça pourra faire un épisode de Backdoor. Mais du coup, voilà un peu. Bon, très peu, ça tient en 30 secondes, Ah. vraiment. Donc... En gros, c'est censé représenter un match de basket avec les 5 joueurs d'une équipe qui se rencontrent, tu vois, les trucs, les arches blanches Ok, et rouges. Là. incroyable. Là, t'as 5 trucs et Très un truc très un peu stylé. abstrait comme ça, mais qui représente ça. Incroyable. Voilà, si vous le saviez pas, vous allez pouvoir briller en société également avec ça, cette anecdote. Mais du coup, voilà un peu pour mes joueurs favoris, tu vois. Ouais. Et j'en place une pour Jalen Ouais, donc Brunson pas vraiment actuellement. Et Carmelo Anthony. Et J.R. Smith. Et Imam Shumpert. Ouais, bon, voilà. J'ai des questions à te poser, moi. Oui, pardon. Ouais, donc pas vraiment supporter, quoi. Plutôt des joueurs qui me font kiffer sur l'instant T. C'est ça. Et voilà, c'est ça. C'est ça. Donc du coup, si je te demande si t'es un spectateur objectif ou plutôt un gros clubiste de ces morts, t'es objectif. En vrai, je pense un fan plutôt... En fait, je vais dire ça dépend, tu vois. Parce Ouais. que... Il y a des moments et des sujets Mhm. sur lesquels je n'ai absolument aucune forme d'objectivité. Typiquement, ne venez pas débattre de si LeBron est le GOAT avec moi. Genre, pour moi, il n'y a aucun univers dans lequel il est pas. Et je n'entendrai aucun argument raisonnable. Mais je suis d'accord avec toi. Puis de toute façon, c'est objectivement le meilleur joueur de tous les temps. Bien évidemment. Pour illustrer ça aussi, pendant très longtemps, j'ai nié le fait que Steph Curry était le meilleur shooter de tous les temps. Oui, ça, moi j'ai le souvenir de toi, qui était le plus grand hater de Curry que cette terre ait porté. Mais oui. Un niveau de haine, vous avez jamais vu ça. On aurait dit Skip Bayless avec le band. Mais du coup, voilà, donc il y a des moments où je suis très très subjectif. Mais après, sinon, globalement, je pense que je suis quand même majoritairement, on va dire, je suis un 80-20. Mais alors, mon 20%, il est puissant, ouais, il est solide, tu vois. Je vois très bien. Toi, mon cher ami, quand tu consommes du basket, c'est quoi que tu recherches ? Est-ce que tu vas être plutôt attentif à la tactique, à te dire putain, Tyler Ulis, en vrai, c'est vraiment le meneur parfait ? Ou est-ce que tu vas être là en mode ah, mais Zion Williamson est le meilleur joueur de tous les temps, regarde comment il dunk et tout. Est-ce que t'es plutôt tactique ou spectacle ? Oh la ref à Tyler Ulis, mais tu me l'as tellement mise dans la gueule parce que encore un joueur dont j'ai fait la propagande. Mais je sais bien, je te connais. Oui. Je savais sur quelle corde tirer pour te faire plaisir. C'est magnifique. Non, je suis, mine de rien... J'accorde de l'importance au système, mais c'est pas la chose principale que je regarde. Quand je regarde le basket, moi, ce qui m'intéresse, et même globalement avec le sport, ce sont les momentum. J'aime voir le momentum, j'aime voir le body language des joueurs, j'aime voir le body language des coachs. En fait, c'est vraiment moi ça qui m'intéresse. Et ce que je regarde dans un match de basket, c'est ok, quelle est la dynamique sur le terrain pour telle équipe ? Ok, comment l'autre équipe va contrer cette dynamique ? Quelle est la dynamique en cours pour eux s'ils sont menés ? Comment ils arrivent ? Quel joueur va sortir du lot, etc. C'est vraiment ce que je regarde. Et c'est ce qui fait des fois aussi que je m'attache plus à certains joueurs et à certaines équipes que d'autres. Moi, c'est vraiment ce côté momentum, ce côté un peu psychologie invisible qu'on a autour d'un match de basket qui m'intéresse. Ok, je vois. Pourtant, moi j'ai des souvenirs. Je m'attendais à ce que tu me dises plutôt système et tout. Parce que déjà, le mec a été coach. Hein. Oui. Mais surtout, moi j'ai des souvenirs de toi qui un jour me regarde dans les yeux et qui me dit putain, mais Grayson Allen, quel joueur off-ball de ouf. Ah, mais alors. J'aime beaucoup les systèmes. Et bien évidemment, pour moi, ça a de l'intérêt. Mais vraiment, je pense que c'est le deuxième truc, tu vois. Le premier, c'est vraiment le côté psychologie. Et le deuxième truc, c'est le côté système de jeu, comment tu joues au basket. Grayson Allen, quel joueur off-ball exceptionnel.
Il y a plein de joueurs off-ball que tu vois, c'est le genre de take que n'importe qui ne peut pas sortir, quoi. Je sais bien, mais... moi j'aime les gars que personne ne connaît, d'accord? Oui, mais ça, on a tous les deux une passion trop chelou là-dessus. Mais en vrai, non, ouais, les systèmes ont quand même de l'importance. Après, ouais. Tu vois, typiquement, si tu me demandes, je considérais que aussi bon ton système soit, si t'as pas le bon momentum et la bonne assise psychologique sur un match, c'est fini. Ça servira à rien. Jette-le à la poubelle. Ouais. Donc plutôt de l'école Eric Spoelstra que de l'école, je sais pas, Brad Stevens. Ouais, j'aurais même dit, tu vois, j'aurais même fait, c'est con, j'aurais même fait un compas avec le foot. Je suis plutôt un Carlo Ancelotti. Genre, et même quand lever de sourcil. Quand je coachais, c'était le cas aussi. Je vais pas forcément vous casser les couilles pouvoir de avec... l'amitié. Ouais, je vais pas forcément vous casser les couilles avec le fait que vous devez mettre 15 systèmes et que tu dois être exactement à 45 degrés quand lui fait son drive. Par contre, je veux des gens qui se tuent sur le terrain. Et qui se tuent les uns pour les autres, tu vois. Je veux un vrai esprit d'équipe. Je veux que rien ne vous fasse douter, rien ne fasse douter, et que rien ne remette en question la psychologie que j'essaye d'installer dans l'effectif. Et c'est ce que j'aime voir du coup chez certaines équipes aussi. Ok. Voilà. Je capte. Donc, on va revenir sur ta consommation basket. Quel type de contenu tu consommes, toi, en majorité? Parce qu'on a parlé tout à l'heure de ton support préféré. Ouais. Tu nous parlais de First Team, de tout ça, de Touquet. Mais dans le contenu, justement, plutôt média, j'ai envie de dire, c'est quoi, toi? C'est plutôt actu ou c'est plutôt des trucs qui vont te parler, je sais pas moi, décrypter genre la palette tactique? Est-ce que ça va être l'histoire? C'est quoi ce que tu préfères consommer en termes de contenu basket? En vrai, ce que c'est du 50-50 entre actu et on va dire détaché de l'actualité. Dans le sens où je suis un type qui est capable de se bouffer, et je fonctionne comme ça, qui est capable de s'envoyer sur une journée où j'ai pas de boulot et où je vais faire que jouer à Touquet typiquement. Donc vous prenez je l'ai déjà fait, vous prenez un 8h, 2h du matin et je fais que jouer à Touquet. Je vais être capable de m'envoyer toute l'intégralité des The Ball Never Lies ou autres contenus de ce type-là basket. Mais je suis aussi ce genre de malade mental qui, on est en plein mois de juillet, va aller remater la vidéo de Trash Talk de janvier sur la dynamique des Sacramento Kings. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre moi des fois je vois très bien. Genre je suis là sur Touquet, je fais du My League et je suis là, ok, faut que je place ma saison dans le réel. Donc déjà dans ma tête je m'imagine Trash Talk qui commente mes performances, etc., des articles et tout. Et après je me dis ok, je vais aller me bouffer les vidéos en rapport avec ça, tu vois, d'actualité, même si ça a 8 mois. Des fois des vidéos des fois des trucs qui ont 2 ans que je vais aller remater juste, je sais pas, pour me replonger dans une période que j'ai bien aimée ou me replonger dans un truc. Je comprends. Et après, l'actu, je la consomme en continu, tu vois. Aujourd'hui, avec Twitter, ou les vidéos sur le pouce, etc. et tout, mais... C'est même pas en vrai tellement... C'est un fil rouge. Mais des fois, c'est ces autres phases-là. Je vois. Tu la noterais comment, ta consommation de basket et de contenu basket sur une petite échelle allant de 1 à 5? Je pense que je suis un bon... si on fait la moyenne sur les 12 mois de l'année, je vais me situer à au moins un solide 4. Après, en fonction de la saison, je vais être au plus bas, je pense que je vais descendre à 2,5, et au plus haut, je vais monter à 5. C'est-à-dire que dans la période où je regarde souvent... Plus haut pendant les playoffs, quoi. Bah, très haut pendant les playoffs et au début de saison. Comme tout le monde, j'imagine. Après... on est pareil là-dessus. C'est ça. J'ai souvent un creux au moment de janvier, février, mars. Je reprends souvent vers début mars, mi-mars. Par contre, tu vois, les playoffs sont finis, la finale est passée. Depuis quelques années, j'ai un switch où je consomme énormément de WNBA. Et du coup, ce qui fait que, en fait, même quand la NBA s'arrête, j'arrête pas de consommer du basket parce qu'en fait, je shift juste et je me mets à regarder de la WNBA.
Et cette année, c'est vraiment la première fois où je me fais la réflexion que j'ai été plus assidu sur la saison WNBA que sur la saison NBA. Basketball never stops, finalement. Très exactement. Tout à l'heure, tu nous as vaguement évoqué ta petite passion pour les sneakers. Ouais. Si on englobe la culture basket au global, toi, c'est quoi l'élément de cette culture qui va te faire plus kiffer? Est-ce que c'est juste le jeu en tant que tel? Est-ce que ça va être son histoire, justement, le côté aussi un peu mode avec les sneakers et tout ça? Je pense que justement, c'est plutôt le côté mode. En fait, je suis un bandeur des stages. J'ai été un bandeur des stages, je suis plus du tout. Mais j'étais un jeune gamin comme beaucoup qui bandait sur les states. Et en fait, on l'a tous été à un moment donné. C'est ça. Et pour moi, la culture basket, le basket est un élément intégrant de la culture hip-hop. Ma deuxième grande passion, c'est la musique et particulièrement le rap US. Et pour moi, c'est un package global. Que ce soit pour ça que j'aime beaucoup les playgrounds aussi, mais pour moi c'est ça culturel, enfin c'est ça dans le basket que j'aime le plus, tu vois, même avant la NBA, etc. La culture du playground, la culture hip-hop qu'il y a autour du basket, la culture du crossover, du dunk, du trash talk, ça c'est dans mes veines. T'es un enfant spirituel de la N1 mixtape finalement. Ouais, alors j'en ai jamais regardé, mais ouais, clairement. Ah ouais? Ah bah moi tu me mets au début, par contre tu me mets au début des années 2000, moi c'est fini hein. Ah bah toi tu deviens Jason Williams. Ah oui, très clairement, je suis le professeur hein. On conclut gentiment là-dessus cette deuxième mi-temps. Est-ce qu'il lui reste encore des cannes là pour faire une petite prolongue là? Allez, vas-y, j'écoute, t'as encore des jus pour moi? On part là-dessus. Justement, j'ai fait une belle transition, je trouve, avec ces deux questions. On va encore parler de culture basket. Ouais. Justement, toi, c'est quoi le regard que tu portes sur l'évolution de la culture basket actuellement, hein? J'entends tout ce que ça englobe, hein, comme la question précédente. Je pense que la culture basket ne s'est jamais aussi bien portée et que ça ne peut que continuer pour l'instant de manière, j'allais dire exponentielle, mais presque. Parce que, je l'ai évoqué, moi j'adore la WNBA et depuis longtemps, j'adore les athlètes WNBA. Et si j'englobe même de manière plus large le basket féminin, je pense que c'est clairement l'avenir du basket, dans le sens où la NBA est un produit qui commence à pas à se casser la gueule, mais à se lisser et à lasser certains. Là où la WNBA est aujourd'hui, pour moi, avec le 3-3, ce qui se fait de plus hypant dans le basket. Très clairement. Donc j'ai un regard très positif. Je pense que ça va continuer à évoluer très très bien. Je pense que pour nous en France, Victor va amener énormément de choses. Et qu'on a de très beaux jours devant nous. En tout cas, le basket a de très beaux jours. Et justement, en parlant de ça, avec les très beaux jours du basket que tu vois devant nous, comment est-ce que tu vois ta relation avec le basket évoluer au fil de l'avenir? Je pense que ma relation avec le basket en tant que joueur, elle va pas beaucoup bouger de ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que je vais rester un mec qui joue dans son coin, sur des playgrounds, qui va faire des baskets avec ses potes. Peut-être qu'un jour j'ai envie de te reprendre une licence pour rejouer en club. Ça m'a traversé l'esprit, mais il faudra que ça se fasse dans les bonnes conditions, et typiquement pas dans une condition où je suis maintenant, c'est-à-dire dans une ville où je connais personne. Mais demain, on se retrouve tous les deux de nouveau dans la même ville et tu me tentes, je pense que je peux repartir, tu vois. Ah mais de toute façon, je pense que tu le sais. Oui, je sais bien. S'il y a un moment où on se retrouve dans la même ville, le jour 1, je te fais une presse tout terrain. Oui. Je dis signe. Oui, on est d'accord. Mais donc je pense qu'en tant que joueur, voilà, ça risque de rester pareil. Et éventuellement, peut-être qu'un jour, je reprendrai une licence. Maintenant, en tant que consommateur, le basket est pour la première fois de ma vie, est le premier sport de ma vie qui ne me lasse pas pour l'instant. J'ai eu d'habitude cette tendance tous les 4 ans à me lasser un peu de ce que je commençais à suivre. Ce n'est pas le cas, ça va bientôt faire 10 ans que j'aime ce sport et qu'il me passionne. Donc je pense que ça va continuer. Je pense aussi que le fait qu'on ait lancé notre propre média et notre propre manière de parler basket aide énormément à ça.
Et en fait, j'ai aujourd'hui allié ma passion du basket avec le métier que j'aspire à faire, qui est être entrepreneur. Donc j'ai énormément en fait de projets et d'idées en lien avec le basket que je veux voir naître et évoluer. Ouais. Voilà. Ok. Voilà. Parfait. Et à tes côtés, si possible. Oh, c'est beau ça. Le pouvoir de l'amitié. Exactement. Je rebondis vite fait sur ce que tu viens de dire là avant de terminer. Ouais. T'as parlé du 3-3 qui te faisait kiffer et tout. C'est pas une. Genre pour toi en tant que joueur, j'entends, une autre façon, enfin une façon différente de jouer qui pourrait plus te convenir peut-être que le 5-5 traditionnel. Complet. Le 5-5 traditionnel. Complet. Genre, je pense que. Pour le coup, je me suis pas renseigné. Je sais pas s'il y a des clubs de 3-3 qui existent, tu vois, si tu peux y jouer quand t'as nos âges. Mais c'est clairement le basket aujourd'hui que j'aime le plus et où je regrette de me dire putain, si j'avais 14 ans aujourd'hui, comment je ferais que du 3-3. Mais ouais, complet. Je vois. Trop bien. Bah écoute, cherche des tournois 3-3 près de chez toi. Je vais regarder ça. Ça va se la donner. Je vais zioter. Ziote. Eh bien écoute, fin de la 3e mi-temps. Allez. J'espère que ce petit entretien lui a plu. Et bah c'était un bel exercice. J'espère que j'ai pas fait trop de tunnels. Magnifique. Mais ça fait plaisir de parler de soi. Des petits tunnels, mais ça va. Bah oui, on n'a pas forcément l'habitude. Pas du tout. Je ne sais pas parler de moi. Mais c'était très kiffant, tu l'as très bien animé. Merci. T'es pas le seul. T'as bien fait passer la pilule. Eh bien écoutez, moi... Oh, ça me fait plaisir. Écoutez, en tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à faire cet épisode. J'espère que vous, qui l'avez écouté, en avez pris autant que nous. Si c'est le cas, eh bien écoutez, je vous invite à nous mettre des 5 étoiles, nous recommander, tout ça, la classique. Faites-nous également des retours si vous avez, si vous voyez des aspects, des choses dont on n'a pas parlé, qui vous estimez pourraient être intéressantes de connaître de quelqu'un et de sa relation avec le sport de manière générale. On est ouvert à tous vos feedbacks et on est même demandeur, j'ai envie de vous dire. Ouais, donc clairement. N'hésitez pas, du moment que c'est constructif et que c'est pas juste pour nous dire vous êtes des merdes et ce que vous faites c'est à chier. Tu peux me dire, vous pouvez nous dire qu'on est des merdes, mais expliquez-nous pourquoi. Voilà, c'est ça. On attend un minimum d'arguments solides, quoi. C'est ça. Parce que, on est là pour progresser avant tout. Bien et on évidemment. aura le trophée de MIP un de ces jours, tu vois, tellement on aura progressé. Magnifique. Eh bien, écoutez, on va pouvoir se laisser là-dessus. Ouais, je pense. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode classique, Backdoor, à l'ancienne, j'ai envie de vous dire. Exactement. Vous aurez juste à vous asseoir pendant 1 heure et on vous racontera une magnifique histoire. Et puis d'ici là, on vous fait des gros poutous et on se dit topette. Allez, topette. Topette.